Bienvenue à cette audition d'Objectif RIC. Je vais vous demander de vous présenter le projet sur lequel vous êtes et puis depuis combien de temps vous travaillez sur le RIC, s'il vous plaît. Oui, donc je m'appelle Yvan Bachot. Les modalités que je vais présenter ont été commencées il y a pas mal d'années dans le cadre d'une association qui s'appelle RIC France. Et bon, cette association est en sommeil comme beaucoup d'associations. Et donc, je les ai revues, moi, ces modalités, à l'occasion de discussions avec des copains. Et c'est la dernière version là que j'ai maintenant. Oui, ben, ce que je vais présenter là, c'est des modalités de RIC national et en toute matière et qui sont déclinables évidemment à tous les niveaux territoriaux. Ça a été fait, mais ça ne sera pas le lieu d'en parler. Non, il y a pas de, il y a un protocole il y a deux protocoles. Il y a un protocole qui est pour les initiatives citoyennes qui ont des propositions nouvelles. Et il y a un protocole qui sera plus courant, qui est ce qu'on appelle le référendum abrogatif, mais que dans nos modalités, on appelle veto suspensif provisoire, parce que ce n'est pas un référendum, on met un veto, et si le veto national est mis à une proposition de loi nouvelle, hein, qui n'a pas encore été publiée, eh bien, c'est le gouvernement qui lance un référendum s'il veut faire lever le veto. Nous, on propose simplement le RIC en toute matière, y compris constitutionnel et de ratification des traités. Et il y a un seul protocole, une seule possibilité qui commence toujours par une phase locale. Dans toutes nos procédures, ça commence par une phase locale de sélection, de présélection des questions, et après, il y a une phase nationale. Et le référendum révocatoire, on ne le prévoit pas, mais comme on prévoit de pouvoir modifier la Constitution, ceux qui le souhaitent, eh bien, auront qu'à présenter un RIC. Mais ça nous semble quand même curieux de demander un référendum révocatoire, puisque si on a le RIC, il sert à empêcher, si on peut mettre un veto à toutes les lois qui nous semblent inappropriées ou injustes, on ne voit pas pourquoi on sanctionnerait des élus, c'est que le peuple n'aurait pas fait son boulot. Ça nous semble un peu contradictoire. Mais enfin, on n'a rien. Si les gens veulent un RIC révocatoire, ben, ils pourront le faire, évidemment. Non, on prévoit pas de ce genre d'impossibilité. Et justement, l'avantage de ces modalités, c'est d'être à la portée d'un citoyen tout seul. Alors que quand il y a des seuils nationaux, eh bien, la réalité, c'est que ce n'est pas à la portée des citoyens, mais en Suisse, par exemple, ce sont en fait les syndicats et les partis minoritaires qui lancent les questions avec un seuil à 1% pour abroger et 2% pour les initiatives nouvelles. Nous, on propose une sélection locale. Ça commence toujours sur un bureau de vote qui est informé contradictoirement et qui est consulté pour se prononcer soit sur la demande de veto, soit sur la demande sur l'initiative citoyenne, avant de passer à la phase nationale. Bon, ben là, on n'envisage pas de faire d'impossibilité. Tous les sujets qui sont ouverts à nos représentants doivent être ouverts au peuple. Et d'abord, la modification de la Constitution. Les parlementaires ont modifié 22 fois sur 24. C'est eux qui ont modifié la Constitution. Et ils ne détiennent le pouvoir que parce que nous leur déléguons pour 5 ans. Et donc, on ne voit pas pourquoi. C'est inconcevable qu'on n'ait pas le droit, nous, directement, de modifier la Constitution ou de se prononcer sur un traité. Maintenant, il peut y avoir quelques problèmes. C'est vraiment du détail en matière de sécurité du territoire, etc. Les informations ne peuvent pas être diffusées à tout le monde. Enfin, il y a un petit problème là, mais qui est vraiment très, très, très particulier.
Les modifications, nous, on n'empêche personne de lancer un référendum et l'initiative est locale. Ça commence toujours. Donc, on a deux procédures, une de veto suspensif provisoire et une qu'on appelle d'initiative citoyenne pour des propositions nouvelles. Dans les deux cas, c'est un citoyen tout seul qui peut prendre l'initiative. Donc, c'est simple. Il choisit un bureau de vote où il y a au moins 700 inscrits pour que ce ne soit pas un micro-bureau. Et l'avantage de nos modalités, c'est que l'on commence par informer contradictoirement le bureau de vote en question. Et pour cela, on contacte tous les candidats aux législatives qui avaient fait plus de 1% sur le bureau de vote en question, et on leur dit voilà la question qu'on va poser, soit le veto, soit l'initiative, et vous avez 15 jours pour expliquer à ce bureau de vote s'ils doivent signer pour le veto ou pour l'initiative, et quand ils le font ou ils ne le font pas, mais enfin les gens ont 15 jours donc pour se renseigner en tout cas, et après bien, on leur demande de nous renvoyer le bordereau où il y avait la demande de veto, et de nous la renvoyer soit par la poste, soit scannée. Et la même chose, si c'est une initiative, on leur demande de soutenir ou pas cette initiative. La proposition donc se dépose auprès de la mairie, c'est ça? Ben, la proposition, quand on a choisi un bureau de vote, on informe le maire que on va lancer, mettons, une demande de veto sur telle proposition de loi et qu'on a informé les candidats. Il y en a, moi, je vais le faire au mois de septembre, là, et j'ai trouvé 8 candidats qui avaient dépassé les 1% des suffrages exprimés. Je leur ai envoyé les 6 questions de RIC que je vais demander au bureau de vote numéro 1 de Communé de soutenir. Et ben, ils peuvent préparer déjà leurs réponses. Et même, comme on est très gentil, ceux qui n'auraient pas les moyens en militant ou en argent pour envoyer un document aux 800 personnes du bureau de vote, on leur dit qu'ils nous envoient leur position et on communiquera en même temps que notre document la position des partis qui auront voulu le faire par notre canal, mais ils peuvent le faire évidemment directement. Donc, ce sont des personnes qui auront été bien informées. C'est pas, on n'extorque pas des signatures papier en racontant éventuellement n'importe quoi aux gens. Et est-ce que vous envisagez un site internet ou tout se fera uniquement par papier? La première phase, alors donc la première phase pour la procédure de veto. La procédure de veto, donc on peut demander déjà, ce qui a l'avantage de nos modalités, c'est que dès qu'une loi a été adoptée en première lecture par une des deux assemblées, un citoyen peut dire, bon, ben moi j'en sais assez, votre proposition sur les retraites, pour telle et telle raison, je demande déjà son veto. Donc, il lance la procédure, il informe les candidats, et 8 jours après, les gens peuvent lui renvoyer la demande de veto ou pas. Pour que ça soit, alors, le gros point de nos modalités, ça commence toujours comme ça, pour que passer au stade suivant, il faut, et que ça soit donc un succès local, il faut dépasser le score obtenu par les élus. Or, les députés La République En Marche ont été élus avec 22,53% des inscrits. Pour qu'on estime que c'est un succès, notre demande de veto, on prend une marge de 2,5 en plus. Donc, on dit qu'il faut obtenir 25% de soutien après cette information donc contradictoire pour que ça soit considéré comme un succès local. Pour passer après à la phase de veto national, il faut qu'il y ait eu un succès sur 25%, au moins 25% des inscrits d'un bureau de vote. Il faut obtenir ça dans au moins 10 régions. Sur les 13 régions, il faut que dans au moins 10 régions sur 13, il y ait une demande de veto qui est fait plus de 25%. Si mais dans la pratique, quand il y aura une loi, mettons sur le retraite, sur le chômage, etc., dès qu'elle sera adoptée en première lecture, ce n'est pas 1, 2, 3, 10 citoyens qui vont le lancer, il y aura des centaines de citoyens, étant donné que ça ne coûte rien, que c'est un boulot qui est tout à fait réalisable, même seul. Moi, je vais le faire seul, sauf si je trouve quelques aides à communer. Mais enfin, tout seul, c'est faisable.
Et donc, ben, les gens peuvent se lancer là-dessus. Donc, il y aura des centaines de demandes de veto qui seront lancées. Et s'il y en a au moins une dans 10 régions, eh bien, on passe à la phase nationale. La phase nationale pour ce veto est très simple. On tire au sort chaque année de 10 000 personnes sur les listes électorales. Et, et ces gens-là sont informés qu'il y a eu un succès local dans au moins 10 régions et ils ont 8 jours pour s'informer. Ils vont sur le site du ministère de l'Intérieur où ils trouveront la position de tous les partis qui ont déposé au moins 50 candidats aux législatives. Tous ces partis-là mettront leur position et au bout de 8 jours, les 10 000 personnes auront 8 jours pour voter comme ça se passe actuellement pour l'histoire des aéroports de Paris. Voilà. Et donc, ben, si on obtient 25% plus 1, c'est-à-dire 2501 soutiens au veto, il y a un veto. Et à ce moment-là, eh bien, le gouvernement a le choix soit de dire, bon, ben, je vais remettre ma loi à réviser et on verra. Et soit il dit, bon, ben, je maintiens ma loi telle qu'elle, mais c'est pas très urgent. Donc, le jour où il y aura le référendum, pour les initiatives citoyennes, on prévoit un référendum par an. Et à cette occasion, eh bien, s'il y a eu des vétos de mis au niveau local, au niveau communal, au niveau régional, au niveau national, eh bien, le gouvernement ou l'exécutif régional demandera la levée de ce veto. Et si le gouvernement estime que c'est vraiment indispensable pour sa politique cette loi, eh bien, c'est lui-même qui organise le référendum pour faire lever le veto. Voilà comment ça se passe. Ça se passera. Bon, ben, il n'y a pas de blocage possible. La phase de validation, elle commence toujours comme je vous l'ai dit. On prend un bureau de vote et puis sur papier, on obtient le soutien soit du veto suspensif, soit de la proposition nouvelle. Alors pour les propositions nouvelles, pour savoir si elles sont constitutionnelles, si elles sont cohérentes, etc., on ne le fait qu'après avoir obtenu le soutien de 25% des inscrits pour pas que le Conseil constitutionnel croule sur 5000 demandes malveillantes et soit bloqué. Donc, toute question, toute initiative nouvelle qui a fait 25% des inscrits est soumise au Conseil constitutionnel qui regarde si c'est conforme à la Constitution et si le texte est cohérent, s'il n'y a pas de problème. S'il y en a, eh bien, il rend un avis motivé et le citoyen qui a lancé son initiative, eh bien, la modifie et retourne, après l'avoir modifiée, devant le bureau de vote en question. Là, ça sera très rapide puisque les gens ont déjà signé. Et donc, il refait valider par les gens. Et à ce moment-là, ben, le Conseil constitutionnel donne son accord. Et à partir du moment où le Conseil constitutionnel a donné son accord, les 24 premières propositions qui ont eu l'accord du Conseil constitutionnel sont mis en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Ça dure, la période de dépôt dure 5 mois et demi dans la procédure qui est annuelle donc. Et ben, s'il y a des nouvelles propositions qui dépassent les 24, les 25% des inscrits, eh bien, elles ne sont mises en ligne que si elles font un meilleur score que la 24e, puisque sinon elles ne sont pas mises en ligne. Parce qu'il y aura des propositions qui feront non pas 25%, mais qui dépasseront largement les 50 ou les 60%. Étant donné qu'on passe voir les gens à domicile, il est assez facile, si la proposition est bonne, d'avoir un maximum de soutien. Bon, bah, qui peut mener la campagne? Il y a une sélection, donc, dans nos modalités pour les initiatives nouvelles, il y a 24 propositions qui, au bout de 5 mois et demi, sont arrêtées. Les gens, donc, voient ces propositions, elles voient les scores qu'elles ont faits au niveau local, elles sont classées par ordre de succès, disons. Et puis, il y a 2 mois
où les gens peuvent discuter, etc., du bien fondé sur chacune de ces 24 propositions. Et au bout de 2 mois de discussion par tous les moyens classiques, quoi, hein, sur Internet, dans les médias, etc., mais il n'y a rien d'organisé, c'est la liberté. Hein. Et au bout de 2 mois, eh bien, on demande à tous les Français de soutenir au plus 6 propositions sur les 24, enfin, si tant est qu'il y en ait 24. Hein, c'est pas, il faut que les propositions, il faut qu'elles dépassent 10% des inscrits. Il faut être dans les 6 premiers annuels, disons, et il faut dépasser le score de 10% des inscrits, avec les modalités qui existent pour le référendum bidon là, sur l'ADP. On n'aura probablement pas d'ailleurs. Donc, qui peut mener la campagne? Bien, c'est l'initiateur et ses amis qui ont déposé, qui mènent la campagne. Comment peuvent-ils la mener? Est-ce que vous prévoyez un cadre légal ou des limitations? Ben, il y a un cadre, bien sûr, il y aura un cadre légal, des limitations, non, je ne vois pas pourquoi il y aurait des limitations. Mais les médias devraient faire un truc en équité, en attendant la période vraiment électorale de 15 jours, où là, c'est la stricte égalité entre les partisans de oui et du non à chaque question qui sera sélectionnée. Sur quelle durée prévoyez-vous la campagne référendaire? Ben, la campagne, donc, dans un premier temps, il y aura une campagne à partir où les gens auront choisi les 6 propositions. Donc, il y aura 5 mois et demi pour déposer les propositions et obtenir le soutien local. Après, il y aura 2 mois, les propositions étant en ligne pour que les gens en discutent. Et cette période de 2 mois se terminant par un vote en ligne pour sélectionner au plus 6 propositions sur les 24, si tant est qu'il y en ait eu 24. Et après, eh bien, ma foi, il y aura 3 mois de campagne sur les 6 propositions, si on admet qu'il y en ait 6. Et ça commence par, on demande, comme il y a en Oregon, un conseil de 25 personnes tirées au sort qui sera chargé de présenter pour les électeurs les arguments pour et les arguments contre chacune des 6 propositions. Et il devra mettre son rapport à la fin du premier mois. Et après, ben, il y aura encore 2 mois de campagne classique qui se terminera par 15 jours de campagne officielle avec les règles actuelles. Et puis, pour les 2 mois de campagne où il y a hors campagne officielle, ben, il faudra que le CSA, qui sera sûrement à revoir, même sûr, il ait fixé des règles qui soient équitables. Quel est l'organe de contrôle et de sanction en cas de dérive pendant la campagne référendaire? Ben, normalement, ça devrait être le Conseil constitutionnel. Ben, pour le droit de vote, c'est ceux qui ont le droit de vote actuellement qui auront le droit de voter. Et le seuil, le seuil que l'on prend en compte, c'est 25% des inscrits, parce que les députés ont fait 22,5, donc on prend une petite marge d'erreur. Et au plan local, ben, il faut dépasser ces 25% pour être présélectionné et faire un score le meilleur possible pour être dans les 24 premières, qui seront celles parmi lesquelles on devra à la fin en choisir 6. Le vote, nous, il y a un référendum annuel. Hein, on estime qu'une fois par an pour les propositions citoyennes, ça doit être suffisant. D'autant que et cette date, elle est fixe. Et elle est jumelée, si possible, s'il y en a, avec une élection nationale, par exemple les municipales, les régionales. Mais le gros avantage des modalités que l'on propose, c'est que si on a, par exemple, il existe en Allemagne et dans d'autres pays, le bulletin unique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 40 bulletins, comme en France, il y avait 34 listes, eh bien, en Allemagne, ils font un seul bulletin et on coche la liste que l'on veut. Alors, ça a l'avantage que tout le monde a des bulletins, ce qui n'était pas le cas chez nous. Nous, par exemple, le MIC n'avait pas de bulletin, puis bien d'autres petits partis. Là, si on faisait le bulletin unique, tout le monde aurait un bulletin, il y aurait l'égalité déjà, du moins en ce qui concerne les bulletins. Donc, je pense que si on proposait une initiative pour un référendum modifiant la loi électorale, ben, on obtiendrait au niveau local
facilement 75%, en passant voir les gens chez eux s'ils n'ont pas renvoyé, 75% de gens qui demandent un référendum là-dessus. Et je vois mal, donc ils seraient sélectionnés dans les 24 premières, et je vois mal le gouvernement ne pas adopter ce référendum et se présenter au municipal et en disant qu'ils veulent représenter le peuple, patati patata, et en ayant refusé une modalité qui soit souhaitée par 75%, alors qu'eux ont fait 22,5%. Voilà, donc le gros avantage de nos modalités, c'est d'apporter la preuve qu'il y a un soutien populaire très important et que donc beaucoup de référendums seront adoptés sans référendum. Quelle zone géographique est retenue pour le vote? Et pour vous, est-ce que justement c'est limité à une zone géographique locale ou est-ce que ça peut s'étendre au national? Le référendum national, nous, évidemment, c'est au plan national, mais les modalités que l'on propose avec justement un test sur un échantillon réduit, mais avec un seuil très élevé, ça se fait également au niveau communal. Par exemple, on a une formule, selon le nombre d'inscrits, on met le nombre d'inscrits et c'est indiqué à côté l'échantillon qui doit être consulté pour se faire une idée si le référendum est demandé ou pas. Et par exemple, pour mon village de Communé, il y a 3300 inscrits. Je crois que l'échantillon à tirer au sort serait de 173. Alors justement, 173 personnes, on donnerait la liste au maire, à l'opposition, et on dirait, voilà, dans 15 jours, on va passer, demander, moi je l'ai fait là, pour un centre commercial que le maire voulait faire, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous souhaiteriez être consulté par référendum sur l'opportunité de ce centre? Et je suis passé voir les gens, et j'ai eu 78% de signatures qui ont demandé à être consultés. Voilà. Donc, et puis on va avoir, là, un de mes petits-fils qui est actuaire, va me présenter me faire un formulaire pour que, selon l'échantillon, on sache la marge d'erreur qu'il faudra faire pour avoir le référendum. Donc, on saura que ben, le maire, il faut toujours la même chose. Pour obtenir un référendum, il faudra que sur l'échantillon, on ait fait un meilleur score que le maire. C'est-à-dire, si le maire a été élu avec 26% des inscrits, eh bien, pour obtenir le référendum, il faudra avoir obtenu 26% plus la marge d'erreur qui sera un peu fonction du score obtenu. Évidemment, si on a 52% sur 173, ben, la marge d'erreur, si on considère tout le monde, elle sera peut-être de 8 ou 10%. Et donc, on en tiendra compte. En revanche, si sur 173, on a fait, comme j'avais fait moi, 78%, ben là, la marge d'erreur, elle est quasi nulle. Hein. Sous quelle forme le vote a lieu? Est-ce que c'est physique, numérique? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que potentiellement ça pourrait s'étirer sur plusieurs jours? Ben, moi, je ne suis pas partisan que ça se fasse sur plusieurs jours, sauf si les élections pour les représentants se font également sur plusieurs jours. En Italie, ils votent sur 2 jours. Et, mais je ne sais pas pour pour les référendums. Pour les élections, je ne sais pas. Mais enfin, il faut qu'il y ait une égalité de traitement entre les deux. Et pas de vote électronique, enfin, tant qu'on ne sera pas sûr que ça puisse être truandé. Ça, si tous les experts disent qu'on peut faire un vote électronique et qu'il n'y a aucun danger de piratage et quoi que ce soit, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faudrait quand même que ce soit les deux, parce qu'il y a des personnes âgées notamment qui ne sont pas familiarisées avec ça et ça serait un petit peu embêtant. Mais Qui ça n'a pas peut, grand intérêt. Je pense qu'il faut en rester au papier. Si on vote une fois par an pour les référendums, pour les élections générales, c'est pas un problème. qui peut annuler ou empêcher que le vote ait lieu? Ben, personne, personne ne pourra l'empêcher. Plusieurs questions peuvent-elles être posées lors du même jour de vote? Oui, alors là, justement, nous, on a retenu, ça peut changer, hein, les modalités que l'on propose. Si quelqu'un peut nous faire des critiques et des suggestions, on est tout à fait ouvert. Pour l'instant, on a retenu le chiffre de 24 initiatives maximum proposées, les 24 meilleurs scores locaux. Et parmi ces 24, eh bien, les gens, après 2 mois de discussion, etc.,
doivent en choisir au maximum 6. Voilà, parce que 6, ben, ma foi, si les gens veulent étudier un peu la question, 6, c'est déjà pas mal. Et enfin, quel mode de scrutin envisagez-vous? Est-ce que c'est un vote simple oui/non? Est-ce que c'est des choix multiples? Est-ce que c'est des points ou autre? Ben, je pense qu'il ne faut pas tout compliquer et vouloir tout changer. On pourrait commencer par le vote classique. Maintenant, il y aurait une possibilité, par exemple, pour nos 6 modalités. On pourrait les classer, de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 devant les propositions et on additionnerait à ce moment-là, et c'est celui qui aurait le moins, qui serait le plus souvent dans les premiers, quoi, qui pourrait triompher. Mais je pense qu'il ne faut pas vouloir changer ça pour l'instant. Quand on aura obtenu déjà le RIC en toute matière, et puis les modalités de vote, etc., bien, il y a des citoyens qui ont bien étudié la question et qui nous feront des propositions pertinentes. Oui, ben pour le quorum, alors il y a un citoyen, un drôle de citoyen qui propose Christian Lauru et Alain Sindler, qui était son complice, mais je crois qu'ils se sont séparés, qui proposait qu'il y ait un seuil à 50% des inscrits de participation. C'est ce qui est d'ailleurs prévu en Italie. Ils ont mis, s'il n'y a pas 50% de participation, le résultat n'est pas pris en compte. Alors ça peut sembler anodin, ça on dit, oh ben oui, quand même, il faut que les gens aillent voter. Mais le problème, c'est que si il faut 50% de participation, il n'est pas difficile de comprendre que tous ceux qui sont contre, qui veulent contre la proposition, ben, ils restent chez eux. Et à ce moment-là, eh bien, si on veut abroger une loi adoptée par la République en marche, qui ont fait en moyenne 22,53, si le jour du vote, il y a 48% des gens qui vont voter oui à l'abrogation de la loi, c'est-à-dire plus du double de leur score, eh bien, si les autres ils sont restés chez eux, le résultat n'est pas pris en compte. Alors nous, ce que l'on propose, c'est soit pas de seuil du tout comme en Suisse, c'est la majorité plus 1, majorité des suffrages exprimés plus 1, et pour être vraiment inattaquable, nous on propose que pour s'opposer à une décision d'un élu, il faut que le jour du vote, le oui l'emporte et avec un score qui est supérieur à celui obtenu par l'élu en question. Par exemple, à Toulouse, le maire a été élu avec 26% des inscrits et chez moi à Communé, le maire a été élu avec 36%. Donc, il est normal pour s'opposer à une décision du maire ou pour inscrire quelque chose de nouveau au budget de la commune, ben, il faut avoir plus de voix qu'il en a eu, c'est-à-dire 26% plus 1 à Toulouse et 36% plus 1 des inscrits à Communé. En cas de succès du référendum, donc le oui l'emporte, le résultat a-t-il valeur de loi? Y a-t-il obligation de promulgation ou est-ce juste consultatif? Ben, évidemment, ça a force de loi. Et d'ailleurs, et puis pour la promulgation, il y a un problème. Justement, là, je voulais parler de ça au début. L'article 3, nous soutenons la proposition de l'association Article 3 et du CLIC qui dit que le référendum doit être en toute matière, y compris constitutionnel et de ratification des traités. Et on prévoit que une deuxième chose, c'est que si la promulgation n'a pas eu lieu dans les 6 mois, du vote de l'article de la Constitution, il y a une dissolution automatique de l'Assemblée nationale et ce n'est pas une crise d'autoritarisme, c'est simplement parce que l'article 11 de la Constitution qui a été voté en 2008 n'a été publié au journal officiel que 6 ans et demi après, le 1er janvier 2015, et qui permet de lancer des référendums mensongèrement appelés partagés, d'initiatives partagées, alors qu'ils sont que parlementaires, mais il a fallu attendre 6 ans et demi pour un truc qui ne sert à rien, qui donne du pouvoir à personne, comme ça va se démontrer à la fin de l'opération. Donc nous, ce qu'on veut seulement, c'est que ça soit publié dans les 6 mois, un engagement là-dessus, et il faut aussi que le référendum, les modalités de référendum ne soient modifiables que par voie référendaire, pour que le Parlement ne nous fasse pas le coup du traité constitutionnel européen
ou après le non à 55%, avec 70% de participation, ce qui était très important, eh bien, ils nous mettent un oui en nous faisant passer le traité de Lisbonne. Donc, voilà, c'est les trois points, parce que les modalités, c'est très bien de faire des modalités de référendum d'initiative citoyenne, mais évidemment que les premières modalités qu'il faudra arracher, elles seront faites par les députés en place. C'est eux les législateurs qui peuvent modifier la Constitution. Ils l'ont fait 22 fois sur 24. Quel impact a-t-il sur les institutions européennes? Peuvent-elles empêcher la reconnaissance du résultat du référendum? Ben, ça, je ne vois pas comment elles pourraient empêcher le résultat d'un référendum. Hein. Donc, toujours en cas de succès, est-ce que vous prévoyez un délai avant de représenter la même question, c'est-à-dire des personnes qui voudraient justement eh bien, dire maintenant je veux refuser, je veux revenir sur le résultat? Oui, ben là, nous, on prévoit 1 an ou 2 ans. Bon, ben ça, c'est une chose qui peut être traitée par l'ensemble des citoyens. On peut, si on fait des modalités de RIC, ben les gens qui seront pour nos modalités, par exemple, si on les propose, ben là, il y aura une option. Ceux qui auront voté contre nos modalités, bon, ben, il n'y aura pas de problème. Mais ceux qui auront voté pour, eh bien, ils pourront en même temps se prononcer sur une des deux options. En cas de refus, donc il y a un non au référendum, quelles sont les implications que vous envisagez? Prévoyez-vous un délai justement pour représenter la même question dans un futur référendum? Oui, ben déjà, il y a le gros problème là, c'est que ce qu'il faut savoir et que pas beaucoup de gens doivent savoir, c'est qu'en Suisse, où le seuil est à 2% des inscrits au plan national pour proposer une initiative, en 150 ans, il y a eu 115 ou je ne sais pas combien à peu près d'initiatives, et il y en a eu 92% qui ont été rejetées le jour du référendum. Donc, mettre des seuils nationaux faibles, d'une part, ça interdit à un citoyen tout seul d'y arriver. Ce n'est que les partis, les lobbies, les très grosses associations qui peuvent arriver à réunir 2% de signatures. Et en plus de ça, il y en a 92% qui sont rejetés. Alors qu'avec les initiatives, les modalités que l'on propose, avec un seuil de 25% des inscrits au niveau local, déjà, et si on a non pas 25%, mais 60 ou 70% des gens qui soutiennent une proposition, eh bien à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura même pas de référendum. Le gouvernement, pour éviter d'être pris en flagrant délit le jour d'une élection régionale ou municipale ou législative, d'avoir refusé cette loi souhaitée par 75% des gens, eh bien ils les adopteront et il y aura énormément de référendums qui, grâce à cette démonstration, seront adoptés sans participer à la sélection annuelle. Ben, là, il y a des lois pour la corruption, pour tout ça, il y a un système qui existe. Bon, ben, il faudra l'améliorer, mais de toute façon, on l'améliorera quand il y aura le RIC. Je pense un des premiers sujets de RIC pourrait être le tirage au sort d'une constituante qui, à ce moment-là, en une seule fois, eh bien, nous fera une révision complète de la Constitution qui sera validée et tous ces problèmes de CSA, etc., de responsabilité des juges aussi, tout ça sera traité au niveau de la Constitution tirée au sort. Je pense que 1500 personnes tirées au sort eh bien, pourront en 6 mois revoir de A à Z les institutions et nous faire quelque chose qui correspondra aux souhaits de la population. Alors là, déjà, il faut dire qu'ils nous disent que ça tuerait la démocratie représentative. Il faut savoir qu'en Suisse, ça on peut le vérifier en le demandant à Google, il y a 4 fois plus, si on tient compte de la population, il y a 4 fois plus de représentants en Suisse qu'en France. Ils en ont, je crois, de mémoire, ça doit être 100 000 pour 5 millions, alors que nous, on en a 350 000 pour 50 millions d'inscrits. Donc, il y a 4 fois plus de représentants, alors que le RIC existe depuis 150 ans. Donc, ils n'ont pas de souci à se faire. Il faudra évidemment toujours des représentants. On ne peut pas gérer même une commune
par référendum d'initiative citoyenne. Donc ça, c'est la première chose. D'autre part, pour ce qui est de la démocratie soi-disant représentative, c'est une honte. Ils nous disent que c'est une démocratie représentative. On n'est pas en démocratie quand le peuple a le pouvoir une fois tous les 5 ans et qu'entre deux scrutins, il ne peut plus reprendre la parole pour décider de ce qui les regarde. Ça, c'est pas de la démocratie. Et quant à dire qu'on est en démocratie représentative, c'est se foutre de la gueule du monde, étant donné qu'aux dernières législatives de 2017, il y a eu 43% de participation, dont 3% de blancs. Ça veut dire qu'il n'y a que 40% des gens qui ont accepté de choisir un représentant. Alors, qualifier le système de démocratie et de représentative, c'est idiot. Alors, un point très important également, c'est qu'on nous dit, le Premier ministre, etc., on dit « Ah oui, le RIC, ça va déstabiliser, ça sera l'instabilité permanente ». C'est exactement le contraire. Si on a le RIC, on a de la stabilité au niveau de la loi. Un exemple, c'est la démocratie représentative avec les partis et les alternances qui crée l'instabilité juridique. L'exemple connu de tout le monde, les lois Sarkozy pour la défiscalisation des heures supplémentaires, votées sur Sarkozy, supprimées sur Hollande, remises par Macron. C'est l'instabilité organisée. S'il y avait le RIC avec le veto suspensif provisoire ou un référendum abrogatif, quand Sarkozy a fait voter sa loi, soit il y aurait pas eu de veto de demander, soit il y aurait eu un veto et il en aurait triomphé, et à ce moment-là, le peuple ayant été consulté, Hollande ne se serait pas amusé à le supprimer, puisqu'il aurait su qu'il allait lui-même avoir un veto et que la loi Sarkozy serait maintenue. Donc le RIC, ça garantit au contraire une stabilité juridique conforme à l'intérêt général. Ben, le RIC en toute matière n'a pas de vertu ni de quoi que ce soit. C'est un outil universel, démocratique, qui permet de donner force de loi aux propositions que des citoyens s'estimant compétents dans un domaine eh bien, pourront élaborer. Et le RIC, c'est un outil et les citoyens en feront ce qu'ils veulent et dans l'intérêt général, puisqu'ils seront amenés à tous se prononcer. Ben, je ne vois pas bien, moi, de piège. Hein. Nos modalités sont très simples. Elles commencent au plan local sur un bureau de vote. Et donc, c'est le citoyen qui est en contact direct avec les électeurs de ce bureau de vote, qui ont été bien informés. Ils demandent leur soutien écrit sur un papier. Ils passent les chercher si les gens ont été un peu négligents et les ont pas renvoyés par la poste ou scannés. Donc, je vois pas bien où il peut y avoir des interférences et des impossibilités. Ben, nos modalités, passons pour nos modalités, mais ce qu'il faut, c'est d'abord obtenir le RIC en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités. Et ça, c'est important. Que cet article que le RIC ne puisse être modifié que par voie référendaire, ça c'est aussi très important. Et que si c'est pas fait dans les 6 mois, eh bien, il y a des élections anticipées. Pour le reste, eh bien, ma foi, ça sera les députés et les sénateurs qui feront les premières modalités. Maintenant, nos modalités feront partie de celles qui seront un peu connues quand on viendra en discuter. Et peu importe les modalités, du moment que par référendum, eh bien, on pourra les modifier. C'est le point important. Non, ben, je pense que là, on a tout traité. Hein. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, l'avantage de nos modalités, c'est que ça commence aussi bien pour le veto que pour les initiatives au plan local et que les gens qui sont appelés à se prononcer ont été informés contradictoirement. Et surtout, le gros avantage, c'est que si on obtient des scores vraiment fabuleux, comme par exemple le bulletin unique pour les élections, eh bien, on voit mal que le gouvernement n'adopte pas lui-même ses propositions pour ne pas se trouver avec des référendums
le jour d'une élection municipale ou régionale et avoir ça à son passif. Ça me semble très important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ceci termine notre audition. Ben, c'est très bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.